Cette semaine, à Vidéo Terreur, la bande dessinée d'horreur. Ouh. Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, on va parler horreur, mais on va parler horreur, oui, de films, mais inspiré de bande dessinée. En fait, on va parler de la bande dessinée d'horreur. Et pour en parler avec moi, l'extraordinaire et épouvantable, parce qu'il parle d'épouvante, Jimmy Franqueur. Salut Jimmy. Salut Pierre, ça va? Ça va bien toi? Oui, oui. Oui. Bande dessinée d'horreur, on sait que dans la littérature, l'horreur a toujours existé. On en a parlé amplement là, de Dracula à Frankenstein ou peu importe. Mais la bande dessinée, comment c'est arrivé ça, l'idée de faire de la bande dessinée d'horreur? Ben, l'idée, écoute, je pense que c'est un peu comme, encore une fois, la bande dessinée s'inspire de la littérature. Puis dans la littérature, il y a de l'horreur. Fait que je pense quand même, je dirais, une suite logique, là. Mais, tu sais, de façon générale, tu sais, les gens qui s'intéressent à la BD d'horreur, je pense que le mythique, c'est le EC Comics. Ah oui, c'est les premiers, en fait, à avoir mis ça ben, en avant-plan. Il y a peut-être eu des trucs, là, je dirais, mais qui ont existé avant, mais on les a perdus là, en cours de route. Mais EC Comics, c'est vraiment comme le pilier, là. Qu'est-ce que ça veut dire, EC Comics? Ouais, ben ça, c'est intéressant. Tu sais, en fait, à la base, c'est Educational Comics, donc c'est des comics éducatifs. Puis ça vient en fait avec Max Gain qui, en 1945, il va vendre sa société pour créer une société là, de publication, mais de comics éducatifs. Là. Fait qu'on est vraiment dans des mêmes l'adaptation d'éléments bibliques. Il n'y a rien de l'horreur à ce niveau-là. Puis en 1947, il va mourir d'un accident de bateau, puis il va léguer la succession à son fils, Bill Gain. Puis, au départ, en fait, il va y avoir une petite transition. On part de Educational Comic à Entertainment Comic. Ah, OK. Mais à ce niveau-là, on ne fait pas encore de l'horreur. On est vraiment plutôt, là, je dirais, dans... il y a des histoires de cow-boys, on a des histoires d'aventure. Il y a encore des trucs, là, je dirais, éducatifs. Sauf que, je te dirais que Bill, il n'aime pas tant ce qu'il fait. En fait, c'est un peu la conclusion. Puis il rencontre aussi un dessinateur, Al Feldstein, qui vont cliquer vraiment tous les deux. Là. Puis à un moment donné, dans la progression, en fait, dans un numéro, ils vont tester en fait, ce qu'ils aiment. Ils vont tester une histoire d'horreur. Puis à partir de là, juste le fait d'avoir, en fait, là, à partir de deux histoires d'horreur qu'ils vont inclure dans leur publication, les ventes vont vraiment augmenter. Fait que là, ils se rendent compte que ça les intéresse, puis qu'en même temps, il y a un marché pour ça. Puis, ils vont commencer je dirais, y aller franchement plus dans l'horreur. Mais en fait, le mythique, là, c'est Tales from the Crypt. Oui, le classique. Mais avant de s'appeler Tales from the Crypt, en fait, ça s'appelait Tales of Terror. Puis, ce qui est drôle, en fait, puis des fois, c'est drôle, là, on est dans les années 50. Là, Tales from the Crypt, en fait, ça va... puis le pendant, là, ça va être à peu près des années 50 à 55. Mais les marchands de journaux, en fait, là où on achetait les BD à l'époque, tiquaient beaucoup sur le mot « terror ». La terreur, je sais pas pourquoi, mais ça venait... il y avait quelque chose là puis qui faisait pas. Fait qu'on va rebaptiser ça Tales from the Crypt. Puis à partir de ce moment-là, je dirais que c'est là que la lancée va se faire. Puis, tu sais, à un moment donné, écoute, on vend, là, à une certaine époque, on vend 2 millions par mois là, de BD là, d'horreur avec ici. Là. Fait que, on a touché quelque chose à ce moment-là. Là. Puis dans ici, il y avait différents styles. Là. Il y avait Tales from the Crypt, mais il y en avait d'autres en lien avec l'horreur. Oui, écoute, il y a eu Tales from the Crypt. Ensuite, il y a eu Vault of Horror, Hunt of Fear. Il y a eu aussi des nouvelles qui étaient comme, je dirais, horreur, crime, Crime and Suspense Story, Shock and Suspense Story. Puis ensuite, on va avoir aussi un pendant un peu plus science-fiction. Là. Il y avait eu Weird Science, puis Weird Fantasy. Fait que, on allait du crime à la science-fiction avec aussi un bon horreur, mais on couvrait quand même, en fait, on couvrait à peu près tout ce que les jeunes aussi de l'époque les intéressait, science-fiction, le crime, l'horreur. Fait que ils vont avoir, je dirais, une influence majeure, mais aussi des critiques assez majeures aussi. Là. Oui, parce que c'est une époque aussi où arrive le Comic Code Authority, puis ça, justement, ça les ciblait directement. Hein. Oui, clairement. Puis, c'est intéressant d'en parler parce que, en fait, le Comic Code Authority définissait un peu c'était quoi les normes un peu de morale là, de ce que ça devait être.
mais en même temps aussi, c'est un peu le pendant du cinéma. On en a parlé dans d'autres émissions où, à Hollywood aussi, il y avait un code de conduite de, on permettait aux cinéastes de faire des films, mais on les encadrait au niveau aussi de la morale. Tu parles, justement, là, du Comic Code, mais il y avait aussi là, une association de magazines américains qui étaient les distributeurs. Okay? Puis en fait, c'est eux autres probablement qui ont fait le plus de dommages à la AC Comics. Parce qu'en fait, c'est le Comic Code Authority encadrait, je dirais, la morale, mais tu pouvais à rigueur ne pas décider de le suivre. Tu n'avais juste pas le logo Comic Code sur ta bande dessinée. Exactement. Mais l'association là, de comics américains, en fait, eux autres, c'était au niveau des distributeurs. 90% des distributeurs étaient associés à cette organisation-là. Et ce qui, en fait, là, si on fait un peu une histoire aussi là, de Tales from the Crypt et des DC Comics et autres, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu beaucoup de critiques, surtout après la publication d'un livre là, qui s'appelait The Seduction of Innocent, où un psychiatre là, faisait un lien direct entre la délinquance juvénile puis la lecture des bandes dessinées d'horreur. Puis il y a eu des auditions au niveau là, du Sénat là, américain. Les auditions n'ont pas été un succès là, pour Bill Gaines à ce niveau-là. Ça a été, de toute façon, c'est considéré comme étant un échec qui a aussi augmenté la pression là, justement là, de la part du gouvernement. Puis en fait, comment ça s'est passé? C'est que en fait, le gouvernement n'était pas nécessairement à l'aise à faire une loi pour encadrer les bandes dessinées parce que ça leur donnait aussi une mauvaise... Limiter la liberté, en fait. Exactement. Hein? Fait qu'en fait, ils ont eu une espèce d'entente en disant on va faire comme Hollywood, on vous demande de respecter un cadre. Puis l'association, en fait, elle, son rôle, c'était de distribuer les comics qui avaient eu, on parle de stamp ou l'approbation du Comic Code Authority. Donc, quand l'équipe de EC Comics décide d'aller à l'encontre du code, bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus personne pour les distribuer. Ouais, c'est ça. Fait écoute, quand tu partis du moment où 90% de tes distributeurs adhèrent à cette espèce de logique-là, puis à partir de ça, là, on est à peu près en 1954. En 1955, ils sont obligés de fermer. Mais en fait, toute la section horreur et autres, pour, en fait, EC Comics, c'est aussi eux autres qui avaient distribué, là, qui ont créé le magazine Mad, humoristique, qui a réussi, lui, à survivre, là. Mais tout le pendant horreur, lui, va être complètement décimé. Puis tu sais, il y a des trucs là, qui sont durs à comprendre pour nous autres. Comme dans le Comic Code, entre autres, il y a des mots qui sont même interdits, comme je reviens à terreur. C'était quelque chose qu'il ne fallait pas avoir sur un cover. Il y avait des trucs aussi comme spécifiquement, on interdisait toutes les histoires où il y avait des loups-garous et des vampires. C'est comme si, encore une fois... évidemment, lire des histoires de vampires, c'est la porte directe pour le crime organisé. Mais c'était un peu ça l'idée là, de dire non, il faut protéger les enfants d'influences pernicieuses. Puis c'est devenu un peu aussi un repère pour ceux qui voulaient faire. Puis la naissance du comique indépendant aux États-Unis, où on permettait, c'est plus dur de se faire distribuer, mais on permettait une grande liberté créative, en fait. Oui, bien ça c'est vraiment intéressant aussi ce que tu dis, parce que. Si on prend le modèle là, à l'époque, là, parce que ça a changé en cours de route, mais le modèle DC puis Marvel, bon, DC avec Batman, Superman puis Marvel, bon, tout le monde les connaît, on avait un modèle assez uniformisé. Là. Ce qu'on voulait, en fait, c'était pas que les artistes se distinguent par leur style, mais on voulait un style maison, là, qu'on puisse reconnaître un comic Marvel au niveau du style. Puis ça a été un modèle dominant là, assez longtemps. Puis même, on essayait de ne pas nécessairement faire, disons, des stars, des artistes. On voulait que ce soit quelque part un peu remplaçable. Fait qu'on n'avait pas l'artiste en premier plan. Puis quand on regarde, en fait, les comics, je dirais, la lignée de ici, c'est complètement le contraire. T'sais, on voyait les planches signées des artistes. On mettait vraiment, comme chaque artiste avait vraiment des styles différents. Là. Par exemple, on l'appelait Gashley, là, c'est William Ingalls, qui a un style vraiment très, très particulier. Puis, par exemple, Jack Davis a un style aussi bien particulier, mais on ne cherchait pas une uniformité. Fait que les artistes avaient effectivement, je dirais, une place pour s'exprimer là, extrêmement forte, alors que le modèle du temps est beaucoup plus l'uniformité. Là. Ils ont quand même eu une certaine problématique avec les droits d'auteur, parce que c'était une époque où on s'en foutait un peu. Là, toutes les compagnies, autant Marvel, DC que Disney ou tout ça. Mais ils ont eu aussi cette problématique-là. Oui, bien effectivement, là, comme c'était... Parce que ils publiaient, écoute, à peu près, là, c'est entre 150 170 histoires par année. Fait qu'écoute, là, quand tu produis autant, tu puises où tu peux. Fait qu'effectivement, ils ont publié des trucs là, qui étaient de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, puis de Ray Bradbury.
Sauf que c'était intéressant à un moment donné, bon, Ray Bradbury se rend compte, peut-être même par intérêt, que ces nouvelles sont adaptées, mais qu'il n'y a aucun droit d'auteur, puis que même il n'y a eu aucune permission là, qui a été demandée. Fait qu'il écrit une lettre à Bill Gaines en disant, écoute, je ne sais pas si vous connaissez quelque chose qui s'appelle les droits d'auteur, là, mais minimalement, je demande pas nécessairement là, comme d'avoir un gros cachet, mais je peux-tu au moins avoir un certain comme reconnaissance minimalement là, qu'on m'attribue quelque chose. Puis au lieu que ça soit comme pris de façon un peu en opposition, ils vont en fait développer une super belle collaboration. Fait que Ray Bradbury a eu plusieurs nouvelles qui ont été adaptées là, ici, mais en collaboration. Fait que c'est devenu un peu je dirais l'auteur probablement le plus adapté là, par les comics ici. Okay. Puis, ça aussi, ça a eu une influence sur le cinéma d'horreur. Parce que, Tales from the Crypt, on le sait, là, ça l'a amené... il y a une adaptation en 72. Ouais. Puis après ça, on va avoir aussi Vault of Horror en 73, qu'on va adapter effectivement au cinéma. Puis après ça, même, il va y avoir la série télé là, dans les années 90. Là, ouais. Ça, c'est intéressant parce que HBO avait produit là, la série Tales from the Crypt. Puis il y a beaucoup de gros noms qui se sont ramassés dans cette série-là. Puis c'est étrange parce que ce qu'on disait à un moment donné, c'était comme d'avoir... écoute, il y a Arnold Schwarzenegger qui était là, Whoopi Goldberg, son nom m'échappe là, dans Retour vers le futur. Michael J. Fox. Il en a réalisé une. Même Schwarzenegger a même réalisé aussi un épisode. Il y a eu beaucoup de gros noms. Demi Moore jouait là-dedans aussi. Il y a énormément d'acteurs, je dirais, qui étaient quand même là, majeurs à cette époque-là, qui, comme probablement par nostalgie ou je ne sais pas exactement pourquoi, mais qui avaient le goût. Qui ont grandi probablement à l'époque aussi des Twilight Zone, et puis c'est un peu le même modèle qu'on reproduisait. Oui, tout à fait. Même Tom Hanks va être là-dedans. Puis, fait que ça a été une série quand même importante là, qui aurait comme pu facilement passer un peu inaperçue parce que, bon, dans les années 90, des séries d'horreur, on n'est pas là. Là, maintenant, je dirais c'est courant, là, mais à cette époque-là, c'est quand même nouveau. C'est une série qui passe quand même tard, bon, parce qu'elle est quand même, là, je dirais assez sanglante pour l'époque. Fait que, oui, c'était une série quand même importante. Là. Puis, est-ce qu'ils ont eu une influence aussi sur la littérature? Ils ont été influencés par la littérature, mais est-ce qu'ils ont influencé aussi des auteurs à écrire? Stephen King. Je pense que c'est un des auteurs là, que je te dirais même, ses nouvelles, là, si on regarde des nouvelles comme en français, Danse macabre, là, Graveyard Shift, là, on voit vraiment l'influence. Un peu, comment on la voit en fait, parce que ceux qui ont lu un peu là, les Tales from the Crypt, il y a une morale assez simple, en fait. Il y a comme une structure qui est relativement simple. C'est des contes assez moraux. Là. Souvent, là, un criminel qui s'en est sauvé, puis bon, le cadavre de la victime va venir le rendre justice. Fait qu'il y a quelque chose de très, encore une fois, moral. On retrouve ça un peu, là, cette structure-là, dans les nouvelles de Stephen King. Puis il va le dire aussi, là, ça a été vraiment quelque chose qui l'a énormément influencé. Je pense que toutes les gens qui sont impliqués dans l'horreur, le fantastique, là, qui étaient là dans les années 50, ont été touchés. Même Spielberg, les histoires de science-fiction, George Lucas vont dire aussi que ça l'a influencé. Fait que ça a influencé des réalisateurs, des écrivains. C'est une influence majeure. Et pourtant, ça a duré à peu près 5 ans. Là. Non, puis le format aussi, là, même quand on écoutait ado, « Fais-moi peur », là, c'est exactement le même format, mais plus sweet, là, plus doux pour les tout à fait. Les adolescents, si tu veux, mais on avait beaucoup aussi ce format-là. Oui, puis on va même l'adapter aussi. Bon, il y a eu c'est dans la fin des années 90, une adaptation même pour les enfants là, du comic, là, Tales from the Crypt Keeper. Puis même, on a relancé Tales from the Crypt il n'y a pas si longtemps, mais c'est intéressant, au lieu de le faire pour horreur pure, on s'est vraiment orienté vers les jeunes adolescents, les enfants, pour un horreur un peu inoffensive, mais pour les connecter un peu aussi à cet univers-là. Là. Le personnage qu'il présente, qu'on voit souvent Tales from the Crypt, est-ce qu'il y a une histoire, lui? Parce qu'il faisait un peu comme à l'époque où Alfred Hitchcock présente. C'est comme le présentateur, mais c'est comme une marionnette d'horreur. Là. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, c'est bon. Celui-là, ce qu'on voit dans la série, c'est le Crypt Keeper. Mais chaque série avait son présentateur. Il y avait The Witch aussi. Fait que, en fait, Tales from the Crypt, Haunt of Fear puis Vault of Horror avaient chacun leur présentateur qu'on retrouvait aussi. Fait que ça, c'est une structure aussi là, qui est restée quand même, je dirais, même dans la série centrale. Là. Même, ils ont fait des films, en fait, 3 films. OK. Bordello of Blood, Demon Knight, puis Ritual. Puis en fait, on regarde la même structure là,
du Crypt Keeper qui annonce un peu. Là. Puis, bien évidemment, cette influence-là aussi va retourner aussi dans la BD. Là. Oui. Ah non. Puis on fait des belles... aujourd'hui, en tout cas, on est capable de retrouver... On fait vraiment des belles éditions. Ben, Dark Horse les a récupérés parce qu'à un moment, c'était Jamestown Comics. Ils ont perdu les droits en cours de route. Je pense qu'ils ont fait faillite. Dark Horse a récupéré. Puis là, puis encore une fois, là, on a des super éditions. Là. Parce qu'à un moment donné, il avait déjà été édité, mais toi, tu connais beaucoup à BD. Au niveau de la couleur, les comics des années 50, souvent la couleur, c'est le maillon faible. Là. C'est des couleurs uniques. Ouais. Où il y a ce qu'on appelle de la trame, là, des petits pointillés pour essayer de rendre ça un peu, donner un peu de nuance. En fait, ils ont récupéré juste exactement les dessins, sauf que la couleur a été remise au bout du jour, ce qui est à mon avis vraiment un plus. Là, parce que je pense pas que ça brise l'intégrité, je dirais, de l'œuvre, mais la couleur à cette époque-là, c'était moyen. Là. Puis on fait des petits aussi, là, parce qu'on peut penser à Warner Comics, là, qui... dans justement le début des années 60, avec Archie Goodwin, va développer 2 autres séries, Creepy, Eerie, où là, ça va être des anthologies où on va faire venir des auteurs, des créateurs qui n'ont pas beaucoup de travail, puis on va les rémunérer à la petite histoire. Et ça aussi, maintenant, ça appartient... c'est mort dans le début des années 80, 82, 83. 83. Ouais. Et c'est aussi Dark Horse qui ont récupéré et qui font maintenant des superbes éditions où ils ramassent les histoires de des mêmes auteurs. Ouais. Hein, je montre entre autres ici le Steve Ditko, créateur de Spider-Man, qui après s'être chicané avec Stan Lee à Marvel, avait plus de job et est allé faire plein de petites histoires. On a le grand maître Bernie Wrightson qui était un grand maître de l'horreur jusqu'à la fin. Il a travaillé avec Alan Moore sur Swamp Thing. Il a fait beaucoup d'affaires. En termes de dessin, là, si on ne sait pas c'est quoi un grand dessinateur. Oui, lui, il y a de la texture, vraiment. Incroyable. Et mon personnel préféré, Richard Corbin, qui est mort cette année, qui a un style aussi très particulier, qui a fait aussi beaucoup dans le fantasy, le fantastique, mais c'est des gens qui ont pu créer, puis à cette heure, on fait vraiment des belles éditions, là, pas trop dispendieuses, où on est capable de relire ou de se remettre dans ces univers-là, là, qui fonctionnaient bien, là, parce que quand justement, au début, c'était indépendant, mais il y a des gens qui étaient prêts à lire ça. Là. Mais tu sais, c'est intéressant aussi parce que la question qui peut-être les gens se posent, c'est pourquoi Tales from the Crypt a disparu, puis c'est en fait aussi parce qu'il avait changé le format, hein, si on se rappelle. C'est des magazines. Exactement. Il y a eu la même chose avec Conan. Mm-hmm. Par exemple, on interdisait, le comic code, en fait, pour définir un comic, c'était aussi un format. Fait qu'à partir du moment où on a agrandi le format puis c'est devenu un magazine, le comic code ne s'appliquait pas. Puis c'est pour ça qu'en fait, ces magazines-là ont réussi à se faufiler parce qu'on changeait la définition de ce que c'était. Oui. Puis dans ceux-là aussi, dans Creepy Eerie, on reprenait l'idée d'un présentateur. Ouais. Il y a tout le temps un petit narrateur qui fait le début, la fin de l'histoire, comme pour t'amener à penser puis amener la morale finale. C'était des fans qui ont voulu continuer un peu de porter le flambeau. Là. On est vraiment là-dedans. Mais ce qui est surprenant, par exemple, on y va avec, encore une fois, Tales from the Crypt puis ici Comics. Comme je dis, ça a été des années 50 à 55. Puis l'influence est majeure. Alors que, comme Creepy, par exemple, de mémoire, je pense que c'est de 64 à 83. Puis on a publié quelque chose de beaucoup plus imposant, mais j'ai l'impression que, en tout cas, je peux me tromper, mais que ça a eu moins d'impact dans l'imaginaire collectif. La plupart des gens vont dire ah ouais, Tales from the Crypt, ça me dit quelque chose. Creepy, Eerie. C'est aussi à qui on veut vendre. Parce que l'idée d'un comic, dans la tête des gens, c'était pour les enfants, ce qui est complètement faux. Là, 80% des gens qui lisent de la bande dessinée, c'est des adultes. Mais il y avait aussi une partie enfant, tandis que quand on tombait au niveau des magazines, le magazine était considéré pour un public adulte. Et que là, ça changeait beaucoup, en fait, la dynamique entre le lecteur, les compagnies, puis les gouvernements ou la morale populaire. Là. Tout à fait. Mais c'est... Parce qu'ils ont fait aussi des Vampirella, des trucs un peu éroticaux. Puis on fait des trucs super. Puis en fait... Quand je dis ça, c'est pas nécessairement en fait en termes de dire c'est inférieur, mais c'est quand même surprenant qu'une œuvre, je dirais, beaucoup plus imposante a réussi peut-être à moins s'imposer. Comme encore une fois, à ma connaissance, il n'y a pas d'adaptation au cinéma de Creepy, de Eerie.
Pourtant, il y a du matériel extraordinaire là-dedans. Ouais, la problématique, c'est peut-être le format de l'anthologie où les histoires sont très courtes. Il faudrait que ça prenne un format peut-être plus télé. Ou, Donc, si on a des gens qui nous écoutent qui veulent financer une série, on a une idée là. Ah oui. Et puis ça a influencé plein de choses. Hein. On a parlé, oui, des films, de la télé. Il y a eu des jeux de rôle aussi qui ont été faits, de la littérature. Donc, c'était une influence. Ils se sont fait influencer, mais ont influencé aussi grandement. Là. Tu sais, juste par exemple, en arrière de nous, Creepshow. Ouais. Stephen King, George Romero, en fait, c'est l'hommage à leur enfance là, des Tales from the Crypt et compagnie. Là. Puis c'est exactement ça. En fait, il y a 5 histoires avec une esthétique très, très BD. Là. Coming soon. Jolting tales of horror. Creepshow. From the author of Carrie, The Shining, and Cujo. And the creator of Night of the Living Dead and Dawn of the Dead. You'll scream at ghastly ghouls. Cringe at weird kids. And shiver at the doings of evil doctors. This is going to be extremely painful, Mr. Verrill. Creepshow will grab you, grow on you, and give you the creeps. No, this is going to be an entirely new experience. Creepshow, the most fun you'll ever have being scared. C'est ça qu'ils voulaient faire, eux. Ah oui, carrément. Là. Je veux dire, c'était vraiment ça. Puis même Stephen King a écrit ses histoires, je dirais, sous la formule, appelons ça Easy Comic. Là. Puis, tu sais, plusieurs réalisateurs ont été influencés. Non, on peut peut-être pas les connaître pleinement, mais l'influence est majeure. Là. Puis quand on relit ça aujourd'hui, est-ce que c'est adapté pour les jeunes? Parce que c'est pas si épeurant que ça. Là. C'est plus suggéré, en fait. Ouais, non. Écoute, je pense que ça... Moi, je trouve personnellement que ça vieillit très bien. Là. Il y a quelque chose là-dedans presque d'intemporel. On se rend bien compte que ça date parce que les voitures, c'est pas les voitures d'aujourd'hui. Là. Moi, je trouve toujours que l'horreur vieillit mieux que la science-fiction. Si on y va avec, par exemple, Weird Fantasy, Weird Science, moi, personnellement, il y a parce que la science a probablement... Notre science actuelle a dépassé, tandis que dans l'horreur, on est tout le temps un peu dans le mystique. Là. Tout à fait. Puis, aussi dans le quotidien, là, les histoires de vampires sont dans le quotidien, alors que, je te dirais, quand on va, encore une fois, on voit des fusées dans l'espace, dans les BD, puis des aquariums sur la tête. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours un petit peu plus de misère à accrocher. Là, mais dans le quotidien, on se retrouve, en fait. Là. Puis même les grandes compagnies ont repris, dès les années 70, ces créneaux-là. Là. On n'a qu'à penser à Marvel, Tomb of Dracula. Il y avait une série sur Frankenstein. Chez DC, il y avait House of Secret, House of Mystery, Swamp Thing, qui a amené aussi DC à créer une sous-compagnie qui s'appelle Vertigo, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qu'ils ont nourri beaucoup au niveau du fantastique, de la science-fiction et en grande partie de l'horreur. Oui, tout à fait. Oui. Marvel, encore une fois, même Ghost Rider, qui était un héros, mais je veux dire, on est dans la vague là, de l'horreur, du fantastique, puis du mystérieux. Puis on a fait plein de trucs dans ce genre-là, effectivement. Là. Puis même, c'est une tendance qui existe encore. Là. Par exemple, il y a eu un moment donné, on a fait aussi Marvel Zombies. Ouais. On est là-dedans. Il y avait DC Monsters, Marvel Zombies. En fait, c'est jamais mort, en fait. Mauvais jeu de mots, mais ça a toujours... l'influence de l'horreur dans BD a jamais cessé. Là. Je pense pas qu'on peut identifier un moment où on se dit, pendant 10 ans, il se fait rien là, que l'horreur influence pas. Non, puis même à partir des années 70, même un personnage comme Batman, qui était à la base très pour enfants, là, on se rappellera la série de 66, devient, à partir des années 70, avec Neil Adams, beaucoup plus gothique, beaucoup plus épeurante. On va même faire des spéciales là, plus horreur ou même des dessins animés beaucoup plus adultes avec ce personnage-là qui est à la base pour les enfants. Tout à fait. Puis même, en fait, Batman, c'est un bel exemple. Il va
noircir, je dirais, de décennie en décennie. Là. Dans les années 90, c'est un comic qui est rendu très sombre. On est loin du détective justicier. Là. Ouais. On fait que, oui, même l'horreur, puis appelons ça la noirceur dans la BD, va, je pense, s'accentuer. Ça fait peut-être partir aussi avec le mood, là, j'ai pas le bon terme, là, excusez l'anglicisme, mais de la société actuelle, où plus c'est permis, on se permet beaucoup plus de liberté, on va aussi approfondir certains tabous, dont l'horreur. Je pense que les films d'horreur ont aussi servi à démontrer qu'il y avait un intérêt public pour tout ça. Là. La preuve, c'est quand on fait une série là-dessus, là, sur l'horreur. Là. Ouais. Non, mais je veux dire, les gens sont fascinés à quelque part par ça. Pourquoi? Bon, on en a parlé longuement. Oui, mais tu sais, à la base aussi, je veux dire, l'horreur, c'est le mystérieux, puis le mystère, c'est quelque chose qui est toujours fascinant. Mais l'inconnu, hein, on peut parler, mettons, de la religion, la vie après la mort, ben là, dans l'histoire de fantômes, les esprits. Ben, en fait, c'est le style qui va, comme, je dirais... toucher à ces thèmes-là le plus fréquemment. Là. Encore une fois, on parle des questions existentielles comme la vie après la mort. C'est pas la comédie romantique ou le film d'action qui va y toucher. Là. Puis, parce que c'est d'autres choses, mais c'est l'horreur qui va amener ces appelons ça, réflexions, dépendamment à quel niveau on veut y aller. Là. En quelque part, c'est que dans tout ça, autant dans la littérature, la BD que les films, c'est qu'il y a une grande part de moralité. Oui. Qui nous amène à choisir, Ben oui, parce que tu parles de moralité. En fait, je reviens ici. Les histoires sont très morales. Puis même dans la série Shock and Suspense Story, il y a à chaque numéro une petite histoire que Bill Gaines appelait des preachy. Ces histoires-là sont toujours sur le racisme, l'antisémitisme. Il y a toujours dans ces numéros-là une histoire vraiment morale, mais c'est construit pour ça. C'est vraiment l'idée là, d'amener une réflexion morale. Ce qui est quand même surprenant là, pour ce. Educational comic? Ouais, ben oui, mais c'est probablement l'esprit quand même initial là, qui avait réussi à perdurer, là, effectivement. Hey, merci Jimmy, c'était très intéressant, c'est fantastique, ça me donne le goût de relire ces bonnes vieilles bandes dessinées d'horreur. Hey, merci aussi à vous d'avoir été des nôtres, toujours un plaisir. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine! Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.